de recevoir David Leblanc, le directeur exécutif du Conseil de gestion de bassin versant de la rivière Restigouche. David est un biologiste bien connu. Avec ses nombreuses années d'expérience, il a des connaissances d'experts dans le domaine de la gestion des bassins versants. Avant que nous commencions, quelques détails. La période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez demander les questions en anglais ou en français. Si vous voulez demander une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise. La flèche orange l'agrandit. Pendant la période de questions et réponses, vous pouvez lever votre main, ça c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte, et nous activerons votre microphone. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et nous la lirons à haute voix à David. Finalement, si le panneau ne marche pas, vous pouvez m'envoyer votre question par courriel. Mon adresse est Darla, D-A-R-L-A, art commercial, salmon conservation, tout un mot, .ca. Je passe la parole maintenant à David. Bonjour tout le monde. Donc, le son fonctionne bien? Oui. Oui, OK. Donc, comme introduction, j'aimerais, c'est ça, remercier évidemment tous les organisateurs de ce webinaire pour nous permettre de pouvoir présenter les différents projets qu'on a au Restigouche. Donc, c'est une présentation qui en tout cas, est assez imposante, là, un total de 70 diapositives, avec des sujets qui introduisent finalement la technologie aux différentes approches d'évaluation de l'habitat pour un bassin versant, donc avec le cas de la rivière Restigouche. Je vais vous demander d'être quand même indulgent dans vos questions parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui ont été impliqués dans nos différents travaux. Donc, je vais faire tout dans mon possible pour pouvoir répondre aux questions qu'il y aura à la fin. Donc, on va continuer tout de suite. Donc, la présentation comme telle se divise en 4 sujets. Donc, le premier qui est la localisation des problématiques d'érosion par les survols aériens. Donc, c'est un sujet, disons, un peu le plus simple des 4 autres sujets qui vont être traités. La deuxième, c'est la caractérisation de l'habitat salicole par la prise d'imagerie simultanée. Donc, on parle d'imagerie thermique et optique. Ensuite, on va aller du côté de la foresterie avec la méthode de calcul des aires équivalentes de coupe en utilisant les systèmes d'information géomatiques. Et puis, on va finir avec l'imagerie LIDAR comme outil de planification pour les plans de ferme, entre autres dans notre cas au niveau du ruisseau Five Finger, qui est un des sous-bassins versants de la rivière Restigouche. Donc, comme vous pouvez le voir, on aurait pu appeler peut-être la présentation s'envoyer en l'air au Restigouche parce que ça touche beaucoup de méthodologie faite du haut des airs, mais on a gardé ça un sujet un peu plus scientifique. Avant d'y aller dans le fond du sujet de notre présentation, juste prendre quelques secondes pour présenter le bassin versant de la rivière Restigouche, qui est un bassin versant interprovincial, donc situé au Nouveau-Brunswick et au Québec, donc qui draine les 5 principales rivières qui sont la Matapédia, la Patapédia, la Kedgewick, Little Restigouche et la rivière Opsallquitch. La rivière Restigouche est reconnue mondialement, évidemment, pour sa pêche au saumon, puis aussi ses paysages grandioses d'une rivière aux eaux cristallines. Notre organisation, c'est une organisation évidemment interprovinciale qui a été créée en 2002. Notre objectif, c'est évidemment la conservation, la restauration des stocks de saumon dans le bassin versant de la rivière Restigouche. Comme activité, on touche aux différents inventaires de population, d'habitat. On fait aussi de la gestion de programmes récréatifs, d'éducation, ainsi de suite. On a un conseil d'administration formé des différents membres qui profitent de la ressource saumon, que ce soit les camps de pêche, les Premières Nations, les groupes d'écotouristes, l'industrie forestière, les municipalités. On gère environ un budget de 250-300 000 avec 10 à 12 employés. Donc, le premier thème de la présentation concerne un projet qui a débuté en 2008 avec un fonds à ce moment-là du groupe Écoaction, programme environnemental au niveau fédéral, puis qui s'est poursuivi par la suite avec une collaboration de G.D. Irving pour ce qui est des inventaires pour localiser les problématiques d'érosion par des survols aériens. Donc, je vais vous expliquer un peu la façon qu'on a procédé, puis c'est un peu ça qui a aussi découlé dans les sujets, les autres projets subséquents qui vont être présentés dans la présentation.
Donc, au niveau des localisations des problématiques d'érosion, ce que ça prend finalement, c'est évidemment un Cessna ou un hélicoptère. Avant de partir, il faut programmer des GPS, il faut déterminer un plan de vol, que je vais expliquer un peu plus tard. Évidemment, un bon appareil photo pour prendre des images, des problématiques. Un peu de gravol, souvent, parce qu'en ayant les yeux rivés sur son GPS puis sur les cartes, des fois, on perd un peu la notion de l'espace-temps. Donc, aussi la préparation. Évidemment, ce qu'il faut faire, il faut une flexibilité du pilote pour pouvoir être disponible en temps opportun. Il faut regarder de près les prévisions météorologiques, puis aussi avec les systèmes radars disponibles en ligne, de suivre les déplacements des précipitations pour s'assurer que l'ensemble du bassin versant a été couvert par des précipitations. Donc, comme je disais aussi, la préparation au niveau de la cartographie qui nous oblige à placer des points GPS. Comme ici, là, la façon qu'on fonctionne, c'est un bassin versant comme la rivière Opsalquitch. On positionne les points GPS qu'on peut nommer comme qu'on veut, mais ici, les points de rencontre principaux entre les tributaires d'importance, ce qui permet que lorsqu'on fait le survol, de revenir à une embouchure, une jonction de rivière plus facilement. Donc, avec un plan de vol avec tous les différents points, étant donné que nous, on a comme 5 rivières, c'est sûr que là, on a des points situés dans la Kedgewick, sur la Little Main, Restigouche, là, Opsalquitch, ainsi de suite. Parce que la procédure, c'est quand même assez simple, c'est de suivre la rivière à partir de son aval, puis remonter, puis on suit les eaux les plus en grande charge de sédiments pour nous amener jusqu'à une source problématique. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des survols en dedans de 24 heures avec une précipitation de plus de 20 mm de pluie. Donc, c'est ce qui permet de colorer l'eau puis de démontrer la ligne de sédiments qui suit l'écoulement. Donc, en partant des embouchures, on remonte ainsi, puis à ce moment-là, ça nous amène à des points de jonction de ruisseaux problématiques. Beaucoup de photos, ça prend un appareil de bonne qualité pour justement prendre beaucoup de photos. Les difficultés qu'on souvent on a à surmonter, c'est des fois de plus en plus ce qu'on observe, c'est des événements extrêmes où ce qui tombe des 30, 40, 50 mm de pluie dans des courtes périodes. Donc, souvent, ça arrive à quelques occasions où l'ensemble des cours d'eau sont chargés en sédiments. Donc, ça devient plus difficile de localiser plus spécifiquement les problématiques. Puis, il y a aussi la période de vol, comme je dis, qu'idéalement, il faut que ça soit fait dans 24 heures, même avant ça. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'après un passage d'une basse pression, où il y a beaucoup de précipitations, le plafond demeure bas, avec beaucoup d'humidité, les nuages sont peu élevés. Donc, c'est ce que ça amène souvent les problématiques au niveau des possibilités de survol. Donc, c'est des difficultés qu'on rencontre à certaines occasions. Les avantages de cette méthode-là, c'est une méthode en passant qui nous a été recommandée par Terry Melançon au niveau de pêche océan Canada, qu'on a pu mettre en application pendant quelques années ici. Donc, ce que ça permet, c'est de localiser les principaux ruisseaux problématiques. Comme ici, ce qu'on voit, c'est la sortie du ruisseau Five Finger, qui, inventaire après inventaire, on se rendait compte qu'il y avait une charge de sédiments beaucoup plus importante que les autres cours d'eau. Donc, ça nous a permis de se concentrer. Vous allez voir la présentation sur le LIDAR est ensuite à cette localisation-là. Ça permet de localiser rapidement les traverses aussi problématiques. Puis à ce moment-là, on prend des points GPS, puis des photos et des photos. Ce que ça permet aussi de faire, c'est d'orienter les recherches terrain. Lorsqu'on sait qu'il y a des problématiques sur certaines routes forestières, bon, ça nous permet d'aller sur le terrain pour pouvoir approfondir notre recherche d'informations. On peut voir ici un exemple de photo avec un peu d'ajout graphique sur une partie de la rivière Little Main Restigouche, ce qu'on voit, une route forestière, puis ce qu'on a observé lors du survol, c'est un bogan, comme qu'on appelle, qui était chargé en sédiments. Puis ce qu'on recherche, c'est la couleur un peu crémeuse du cours d'eau. Donc on voit ici qu'il y a une accumulation de sédiments. Puis en regardant de plus près avec l'hélicoptère, on a pu voir qu'il y a une traverse ici, puis une traverse là. Donc c'est les deux calvettes, finalement les deux ponceaux qui causaient problématique.
Un autre exemple ici de problématique où est-ce que là, il y avait des amoncellements encore là de sédiments à proximité du ruisseau Jardine. Donc, ça a permis de localiser les problématiques des fossés. Donc, un manque de trappe à sédiments. Donc, c'est ce qu'on peut observer. Un autre exemple ici d'un vieux chemin forestier plus utilisé qui cause une accumulation de sédiments puis qui se déverse dans un autre cours d'eau. Les visites terrain, parfois, c'est nécessaire parce que c'est pas évident toujours du haut des airs comme les photos précédentes. Ce que ça nous amène, c'est d'aller sur le terrain, puis à ce moment-là, avec les points GPS qu'on a pu obtenir du survol, on va de façon plus précise avec les points GPS pris sur le terrain. On prend des photos, puis des mesures, puis on évalue la problématique et on propose des solutions. Comme vous allez voir un peu comme nous, comment qu'on procède, c'est de rencontrer tout simplement le licencié avec les contacts qu'on a développés au cours des années, puis de leur proposer une fiche technique assez simple, comme ici avec la date de l'observation, le bassin versant, le ruisseau qui est concerné, un point GPS bien localisé, précis, avec une description des problématiques, puis nous, une idée de sommaire de solution. Donc, avec nos contacts, on soumet ça aux licenciés, aux responsables de la voirie, puis les restaurations suivent leur cours. Ici, je termine cette première partie de présentation avec des images qui ont été prises lors de nos différents inventaires. Donc ici, la jonction de la rivière Southeast Upsaquitch et Northwest Upsaquitch. Pour ceux du Restigouche qui connaissent cette section-là, maintenant, ça a beaucoup changé là, au niveau de la fourche des rivières Upsaquitch, mais c'était à ce moment-là en 2008. Ici, quand je parle d'événements extrêmes, on le voit bien avec la jonction de la rivière Restigouche à droite et la rivière Upsaquitch à gauche. La rivière Restigouche, à ce moment-là, qui était très chargée en sédiments, c'était ça au mois d'août 2008. Donc, c'est un peu le même exemple ici lors de la même journée avec la rivière Patapédia, puis la rivière Restigouche, où est-ce que l'on voit même les pêcheurs du Restigouche Salmon Club sur le fameux Patapédia Pool qui se devait à ce moment-là pêcher à l'extérieur de la charge de sédiments. Ici, la même journée avec la rivière Little Main Restigouche et la rivière Kedgewick. Donc, on peut voir que la problématique à ce moment-là était sur la rivière Little Main Restigouche. Ici, le Five Finger, qu'on va revenir tout à l'heure pour en discuter au niveau du LIDAR. Donc, on peut voir qu'il y avait une problématique aussi de sédiments importante. Ce que ça permet de faire aussi, c'est de localiser d'autres problématiques d'environnement. Entre autres, ici, avec un embarque majeur qu'on a pu localiser lors de ces inventaires-là, dans le sous-bassin versant de la rivière Little Main Restigouche sur le ruisseau Jardine. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'orienter des travaux de restauration qu'on a justement travaillé dessus au mois de septembre. Ici, je fais une petite parenthèse pour montrer un peu qu'est-ce que ça a fait là, comme travaux. Donc, si on revient à ce que ça ressemblait avant, ce que ça ressemble après, donc après les travaux de démantèlement. Donc, le ruisseau Jardine, qui est le troisième principal tributaire de la rivière Little Main Restigouche pour le dépôt d'œufs du saumon. Donc, avec nos informations, les données de pêche électrique, on s'était rendu compte que cet embarque-là causait une problématique de migration. Une autre photo ici qu'on peut voir avant puis après. Donc, grosso modo, c'est ce qui conclut la première partie de la présentation. Donc, au niveau des autres réflexions qui ont été faites par rapport à ça, là, de sites qu'on avait localisés, les compagnies forestières en ont fait plusieurs sur les routes forestières qu'on avait localisées, entre autres G.D. Irving sur le domaine de Blackbrook, réalisé plusieurs centaines de milliers de dollars de traverses de cours d'eau pour améliorer les problématiques qu'on avait ciblées. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de la présentation, qui est un autre projet qui est en cours encore. Donc, je ne peux pas vous présenter des résultats finaux parce que les opportunités qu'on a avec toute l'information qu'on a pu acquérir avec ce projet-là sont infinies, on pourrait dire. Mais c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans avec l'Institut national de recherche scientifique, donc l'Institut national de recherche de l'Université du Québec, avec du financement. La première année de programme qui venait principalement du Québec, puisqu'on a débuté par des inventaires des tributaires de la rivière Matapédia et Patapédia. Puis, il se poursuit actuellement avec la Fondation de conservation du saumon atlantique et d'autres programmes du Nouveau-Brunswick, dont le Fonds en fiducie pour l'environnement, puis aussi le Wildlife Trust Fund. Donc, c'est différent, c'est un inventaire un peu novateur. Ce qui se faisait ailleurs, c'est de l'inventaire
inventaire d'imagerie thermique, donc c'est commun, il y a des firmes qui le proposent. Mais nous, ce qu'on a développé avec ce projet-là, avec surtout le support de l'INRS, c'est une méthodologie qui vise à prendre des imageries simultanées. Donc, tant qu'à faire un inventaire thermique, le développement des équipements, puis d'une méthodologie pour prendre l'imagerie optique qui, pour nous, était nécessaire dans un de nos démarches qui visait à mettre à jour la superficie d'habitat. Donc, les objectifs de l'application de ce projet-là, c'était évidemment de localiser les sources d'eau froide dans le bassin versant pour une optique de protection du territoire, puis aussi de gestion faunique en cas de température extrême. Parce que l'idée de ce projet-là nous est venue lorsqu'il y a eu des températures extrêmement hautes, je crois que c'était en 2009, où est-ce que là, dans le cas de la rivière Miramichi, ça avait causé de la mortalité, puis un peu une panique générale au niveau de la gestion du saumon. Puis on s'est assis avec des conférences téléphoniques pour déterminer que ce serait peut-être bon de commencer à travailler au niveau des refuges thermiques. Donc, avec les contacts qu'on avait, on a développé ce projet-là pour essayer d'identifier les refuges thermiques, tant pour le saumon adulte que le saumon juvénile. Dans une optique, comme je disais aussi, de protection du territoire pour essayer de protéger ces sources d'eau-là. L'autre point au niveau de l'imagerie optique, c'est qu'on voulait mettre aussi à jour l'information de la superficie des habitats pour le dépôt d'œufs. Parce que actuellement, les seuils de conservation sont basés sur une photo-interprétation qui date des années 70. Donc, on voulait mettre ça à jour pour essayer de déterminer exactement plus la superficie d'habitat. Puis un peu sur le même principe, les inventaires aériens, ça permet aussi de localiser les problématiques d'habitat, que ce soit les embarques ou les barrages de castors. Puis, des gros côtés de ce projet-là, c'est de l'avancement de la recherche puis de la connaissance sur les refuges thermiques. Même l'année dernière, on a pu profiter de la présence de l'équipement puis de l'hélicoptère dans la région de Restigouche pour aller faire des inventaires sur la Miramichi où est-ce que là, il y avait une demande. Donc, une des premières étapes pour ce projet-là, c'est de mettre en place des thermographes qui vont permettre, eux, de calibrer la caméra thermique en temps réel lorsqu'elle passera au-dessus de ce thermographe-là. Donc, ça prend des températures aux 15 minutes. Puis, ce qu'on met en place environ 20 thermographes par saison, 1 à 3 par tributaire. Puis, comme je disais, c'est pour permettre la calibration de la caméra thermique lorsqu'elle passe au-dessus. On a la température réelle de l'eau. Puis, à ce moment-là, avec les différentes échelles de température, de couleur sur l'image thermique, on peut se calibrer. Donc, les équipements de base, comme je disais, ça prend deux types de caméras. Une caméra thermique, c'est un peu le même principe que les caméras utilisées par l'armée américaine pour localiser les talibans en Afghanistan. Donc, des caméras de haute précision. Caméra optique, 17-18 mégapixels. Puis, c'est placé ça, c'est vraiment là qui est le cœur de la recherche au niveau de l'Institut national de recherche scientifique. C'est de développer la technologie pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau d'une tête robotisée, puis aussi lié avec un positionnement GPS pour les éventuels géoréférencements des images. Donc, c'est beaucoup de filage, beaucoup de développement de logiciels pour loader finalement l'hélicoptère lors de chaque survol. Donc, dans l'hélipod, ici on voit Stephen qui installe l'équipement avant de partir. Donc, il faut réinstaller à chaque journée d'inventaire tout le filage. Puis, c'est ce qui permet de développer la méthodologie. Donc, ensuite, on s'envole évidemment, puis on fait l'ensemble des tributaires qu'on veut inventorier. Un exemple ici des deux types d'imagerie qu'on peut obtenir. Là, on voit encore ici l'imagerie optique du même tronçon de rivière avec l'imagerie thermique prise en temps simultané. Donc, c'est la façon que ça fonctionne, c'est que les deux appareils sont synchronisés pour prendre une photo aux 2 secondes, puis l'inventaire à ce moment-là peut se faire à une vitesse quand même assez élevée pour ce type d'inventaire-là, disons de 30 à 40 km/h. L'altitude va être variable, c'est dépendamment de la largeur du cours d'eau. Donc, plus le cours d'eau est large, plus l'élévation de l'hélicoptère doit s'élever. Donc, ce que ça amène, c'est aussi au niveau de la caractérisation des différents types et classes de refuges thermiques de l'ensemble des cours d'eau qui sont inventoriés. Donc, pour ce qui est de notre
première année, principalement, comme je disais, sur le côté québécois. Ici, c'est à grande échelle, là, mais ça permet de pouvoir localiser les différents types de refuges thermiques. Comme je dis, l'information, c'est des milliers d'images qu'on a maintenant en banque pour ces tributaires. Les prochaines étapes de ce projet-là, c'est évidemment de travailler à analyser cette information-là. Au niveau des refuges thermiques, c'est quand même bien avancé parce que c'est le sujet de doctorat de Stephen Dugdale pour ce projet-là. Donc, avec la caractérisation, la localisation, à ce moment-là, on va avoir des cartographies assez précises. On en est rendu environ à cette image-là au niveau des acquisitions d'images. Donc, en bleu, on peut voir ce qui a été fait en 2011. En rouge, là, on a commencé à se concentrer sur le Nouveau-Brunswick. Donc, on voit le principal tronçon de la Upsalquitch, la Restigouche, Little Main Restigouche public, Kedgewick avec la branche nord et la Patapédia. Donc, en 2013, c'est prévu de compléter l'inventaire avec les principaux tributaires de ces cours d'eau-là. Donc, y aller un peu plus avec les ruisseaux, les bassins versants de niveau 3 et 4. Donc, à la date, on a environ 600 km de réalisés. Puis, comme je disais, c'est un projet de 3 ans, puis qui va durer, qui va peut-être se perpétuer dans le temps par la suite, parce qu'avec la quantité d'informations qu'on acquiert lors de ces inventaires-là, c'est beaucoup de sujets possibles pour de la recherche et de l'analyse d'informations. Donc, le troisième exemple d'utilisation des technologies que je veux présenter, ça touche au niveau de la foresterie, au niveau de la planification forestière. C'est un projet, ça, qui a été financé par la RBC lorsque le projet Eau Bleue pouvait permettre des travaux, des projets en dehors des grandes villes, comme certains d'entre vous peuvent peut-être le savoir maintenant. Là, ce programme-là, maintenant, se concentre sur les régions urbaines. Donc, c'est malheureux pour les organismes de bassin versant en région. On a aussi eu un bon soutien de la UNB, l'Université de Brunswick, avec Marc Castonguay, qui nous a aidé au niveau de la délimitation des bassins versants. Puis, le projet proprement dit a été réalisé par le géomaticien de la coopérative de travailleurs forestiers McHenry, qui est un de nos partenaires ici dans le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, ce que je présente dans les prochaines diapos, c'est le calcul de l'aire équivalente de coupe avec la géomatique pour la planification forestière. Donc, comme vous avez vu dans les diapos précédentes, on se rendait compte qu'il y avait un problème. Donc, Houston, we have a problem. Donc, on voulait vraiment dire, ouais, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Donc, on veut regarder le bassin versant dans son ensemble. Ce qu'on observe aussi depuis quelques années, c'est les débâcles de glace au printemps sont de beaucoup plus tôt. Même l'année dernière, 23 mars, avec une débâcle qui a été causée uniquement par la fonte des neiges, donc sans pluie. Ça nous amène à se poser des questions sur l'impact de la foresterie, peut-être sur le débit d'eau et les débits de pointe. Donc, à ce moment-là, on s'est mis à regarder les différentes possibilités qui existaient. Puis, c'est aussi des réflexions qui ont été développées lors de notre participation au comité de travail sur la gestion intégrée des forêts Madawaska, Restigouche. Donc, des fois, il y a deux approches qu'on peut faire lorsqu'on a une problématique environnementale ou qu'on veut pousser un peu plus l'application de la science avec l'application, disons, de la planification. Donc, on peut rester en dehors de la porte, puis chialer, puis aller se plaindre au gouvernement pour tout arrêter, ou qu'on peut s'asseoir, puis discuter, puis de comprendre les problématiques de tous et chacun qui ont un rôle à jouer au niveau de la gestion du territoire. Donc, c'est cette approche-là que nous, on a adoptée. Puis c'est pour ça qu'on siège au sein de ce comité-là. Puis, sur le comité, on a réussi à faire avancer la méthode de planification par bassin versant comme un outil à vérifier puis à pousser. Donc, on a eu le support des licenciés et des partenaires en foresterie pour qu'on dépose notre projet puis qu'on fasse avancer. Donc, c'est là que est né notre projet d'adaptation de concept de calcul d'air équivalent de coupe pour la partie néo-brunswickoise du bassin versant de la Restigouche. Donc, les principes de base de l'air équivalent de coupe, c'est que la récolte forestière a un impact sur les débits de pointe, donc sur l'habitat du poisson. Ça, c'est connu par la science. Plus que tu coupes à blanc un bassin versant, plus que tu vas avoir une modification des débits de pointe. L'effet des perturbations forestières avec le débit de pointe va varier selon la réduction du couvert puis le temps.
c'est évident. Si tu coupes à blanc un bassin versant, en totalité, ça va avoir un impact plus important les premières années, puis plus que le temps va avancer, ça va réduire. Les risques de changement hydrologique néfastes augmentent de façon significative lorsque l'aire équivalente de coupe est supérieure à 50%. Ça, c'est basé sur des études qui ont été faites principalement dans la forêt Montmorency avec l'Université Laval. Puis actuellement, l'aire équivalente de coupe est utilisée pour faire de la planification de bassins versants, entre autres dans les rivières à saumon dans certaines juridictions. Donc, la définition de l'aire équivalente de coupe, ça représente la somme des aires d'un bassin versant qui a été récolté, exprimée en termes de surface fraîchement coupée à blanc. Donc, si on parle d'une aire équivalente de coupe de 50%, ça veut dire que c'est comme l'équivalence un bassin versant qui a été coupé à 50% en coupe à blanc. Le coupe à blanc qui a un taux régressif d'effet de coupe de 100%. Donc, comme je disais, ça a été basé sur des études poussées avec l'équipement placé sur les bassins versants dans les cours d'eau pour évaluer l'impact des différents types de travaux forestiers. Donc, c'est les études finalement de la perturbation sur l'impact du régime de l'eau. Ça a été développé par Robert Langevin puis André Plamondon, qui est une entité reconnue au niveau de la gestion des bassins versants. Puis ce que ça a amené leur recherche, c'est à développer la méthode de calcul. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire notre projet pour la portion néo-brunswickoise du bassin versant de la rivière Restigouche. Donc, ça consiste principalement en 3 étapes. Donc, évidemment, pour faire cette étude-là, ça prend des bassins versants qui ont été délimités de façon précise au niveau, pour ceux qui connaissent un peu les différents types de niveaux, le niveau bassin versant 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous, on l'a fait jusqu'au bassin de niveau 5. Un exemple, la Restigouche étant niveau 1, rivière Upsalquitch niveau 2, Northwest Upsalquitch niveau 3, et ainsi de suite, là, plus qu'on prend des embranchements, les niveaux changent. Donc, la première étape, c'était de délimiter, puis d'acquérir aussi les couches géomatiques servant à l'étude. La deuxième étape, c'était de calculer les taux régressifs d'effet de coupe. Donc, je reviens sur chacune de ces étapes-là de façon plus détaillée, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis, pour le cas de notre étude, il a fallu adapter la terminologie des différents types de travaux forestiers au Nouveau-Brunswick, puis les amener à évaluer la perturbation puis l'impact de déterminer les taux pour chacun de ces coupes-là, ces types de travaux-là. Et finalement, les logiciels permettent de faire le calcul de l'aire équivalente de coupe avec de la mathématique. Donc, je reprends la première étape qui est au niveau de la délimitation des bassins versants. En haut, vous voyez qu'est-ce qu'on avait comme couche géomatique lorsqu'on a débuté le projet. Donc, c'était vraiment peu détaillé. Donc, c'est là où est-ce que le UNB, avec Marc Castonguay, des méthodologies plus informatisées, nous a permis de pouvoir développer nos couches de bassins versants de façon beaucoup plus précise. Donc, ce qui était finalement appelé le Cheaters Brook Composite, ensuite a été redélimité avec le Upper Two Brooks, Lower Two Brooks, ainsi de suite, pour avoir des bassins versants de niveau, comme je disais, 1 à 5. Dans cette même première étape-là, qui était l'acquisition des couches géomatiques, ça c'est les couches des inventaires forestiers. Donc les peuplements, les années, les perturbations. Ça nous a été fourni par le ministère des Ressources naturelles. Il faut dire aussi que la première étape de notre étude était pour l'année 2010. Donc, à ce moment-là, on avait la couche de 2007, puis il a fallu la mettre à jour avec l'information qui nous a été fournie par Avec Group puis Acadian Timber, qui sont les deux licenciés sur le bassin versant de la rivière Restigouche, du côté néo-brunswickois. Donc, avec les partenariats développés au sein de notre comité, on a pu s'entendre pour avoir les dernières mises à jour. Donc, c'est ce qui nous a permis, disons, de développer notre projet. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le taux régressif de l'effet de coupe pour chaque perturbation. Donc, il fallait prendre chacun des codes qu'on avait au niveau des couches. Donc, pour les ressources naturelles avaient différents types. Acadian Timber ont aussi leur propre définition de type de travaux. Puis, il a fallu l'amener aussi par rapport à notre modèle de base qui était des types de perturbations au Québec. Donc, ça nous a amené à adapter la terminologie.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Québec, ils utilisent 120 différents types de perturbations forestières, de travaux forestiers, tandis que le Nouveau-Brunswick gère avec environ une vingtaine. Donc, il a fallu faire des jumelages, puis travailler avec notre géomaticien qui est aussi ingénieur forestier pour justement regrouper de façon logique le plus possible l'impact des différents types de travaux. Donc, comme un exemple, au Québec, ça s'appelait coupe totale, mais au Nouveau-Brunswick, c'est simplement un C au lieu d'être CT avec définition de cote. Le taux régressif, quand on parle d'effet de coupe, là, ici un exemple pour une coupe à blanc, donc tout ce qui a été déterminé comme clear cut a un taux de 100% pour les 5 premières années. Ensuite, après 6 ans, ça baisse de 5%, et ainsi de suite. Après 10 ans, c'est 75% d'effet de coupe. Donc, c'est comme ça que le modèle est basé. Pour chacun des types de travaux, à ce moment-là, ils ont leur propre taux. Donc, c'est ce qui permet à la base de rentrer ça dans le modèle pour jumeler ça avec les différentes couches géomatiques sur le terrain. D'avoir une présentation, comme ici sur l'ensemble de notre zone d'étude, la localisation des différentes perturbations avec un gradient de couleur pour localiser en rouge, un exemple, c'est principalement des coupes à blanc, comme on le voyait précédemment, avec un 100%, donc 5 ans et moins d'âge. Donc, ainsi de suite, plus qu'on va vers le vert, moins qu'il y a un taux d'effet de coupe sur la perturbation en place. Donc, ça nous donne une première cartographie pour localiser les perturbations avec leur affectation de taux régressif. Donc, on rentre à ce moment-là avec la troisième étape, qui est le calcul proprement dit de l'aire équivalente de coupe. Donc, si on prend un exemple d'un bassin versant ici, avec premièrement en vert une coupe qui a été faite en 95, qui a une superficie d'environ 25%. Tandis que c'est fait à 85, le type de coupe taux régressif pas trop élevé, donc 45%. Donc c'est de la mathématique, ça donne 11%. Si on regarde un autre type de travaux qui a été fait à ce moment-là en 2000, avec un taux d'effet de coupe de 10%, de 60%, qui couvre 10% du bassin versant, donc encore là de la mathématique. Puis en 2003, il y a eu une perturbation, une coupe qui a couvert 35%, mais avec un taux d'effet de coupe qui a une valeur de 90%. Donc la totalité de ces différents taux-là, multipliés par leur superficie, donne l'aire équivalente de coupe, ce qu'on veut obtenir finalement par notre calcul. Un autre exemple ici pour imager le fait qu'un bassin versant qui a un pourcentage de perturbation qui couvre 60,2%, donc il reste 40% qui n'a pas été touché dans le moyen terme, même dans le long terme, va obtenir un taux de 52% du fait qu'il y a des coupes qui ont été beaucoup plus récentes qu'un autre bassin versant qui, malgré que les perturbations, disons, de partir de notre information, totalisaient 70%, 77% de la superficie, mais avec seulement un aire équivalent de coupe de 25%, étant donné que c'est des perturbations qui sont beaucoup plus vieilles, plus âgées, donc qui ont moins d'impact au niveau des taux régressifs. Donc, les résultats qu'on obtient à ce moment-là, il y a deux présentations, donc tous les tableaux avec chacun des cours d'eau de niveau 5, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, on voit on obtient par table Excel la superficie du bassin, le pourcentage de perturbation sur ce bassin-là, puis le pourcentage d'air équivalente de coupe. Donc, ici, 69% de perturbation avec un taux d'air équivalent de coupe de 40,8%. Donc, l'autre façon de présenter aussi, c'est au niveau de la cartographie. Donc, chacun des bassins versants qui ont été délimités, on obtient la localisation des aires équivalentes de coupe et leur taux avec le gradient de couleur. Donc, ici qu'on a fait le calcul pour 2010, on a été joyeusement surpris qu'il y avait seulement un bassin versant qui était au-dessus de 50%, avec quelques-uns dans le 40%, mais en général, c'était pas si pire que ça. Donc, en 2010, c'était cette information-là qu'on avait.
Donc, notre objectif ultime, nous, c'était de se positionner pour le prochain plan de gestion 2013, on pourrait dire 2012-2017, là, c'était un peu décalé, pour pouvoir faire nos recommandations avant le résultat final. Comme là, en 2010, on avait un portrait. On l'a refait pour 2012. Puis, comme je disais, notre objectif, c'est de pouvoir faire des recommandations, tant aux ressources naturelles qu'aux différents licenciés qui siègent aussi sur notre comité, pour regarder à peut-être modifier certains blocs pour justement pas atteindre ce 50%-là. Donc, faire les recalculs, ça a été réalisé. Puis ce qu'on va faire aussi prochainement, c'est d'identifier les bassins versants à risque en temps de 2012, puis de faire des inventaires géomorphologiques pour voir si les impacts, selon les différents pourcentages d'air équivalent de coupe. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. On a commencé tranquillement l'année dernière à aller visiter des bassins versants avec des taux d'air équivalent de coupe de 40%. Mais ce qu'on veut valider aussi, c'est que est-ce vraiment 50% la limite? Parce que 50%, ça vient d'études qui ont été faites plus dans le secteur de la Côte-Nord, de la région Québec. Donc, on aimerait le plus le valider pour notre région aussi du Restigouche. Puis, comme je disais, présenter court terme les modifications possibles pour réduire justement les risques d'arriver à des taux d'air équivalent de coupe supérieurs à 50%. Donc, ici, encore l'image de 2010. Ici, 2012, après qu'on aura fait notre calcul, là, on se rend compte qu'il y a plus de bassins versants qui ressortent avec des taux supérieurs à 50%. Même il y en a un, je pense, qui était à 59% ici, le Black Brook sur la branche nord, la Northwest of Sequitch. Donc, là, on commence à avoir, on a 4 ou 5 bassins versants au-dessus de 50, puis de plus en plus aussi de 40 à 50%. Comme je disais tout à l'heure, on a eu la chance l'année dernière d'aller visiter un bassin versant. Il était facile d'accès, on avait des travaux à faire dans un secteur donné, on en a profité pour aller visiter l'estuaire, ben pas l'estuaire, mais la dernière partie du bassin versant du Lower Two Brooks sur la rivière Restigouche. Donc, il y avait un taux d'air équivalent de coupe de 41%. Puis là, on s'est rendu compte que, il semble avoir un débalancement hydrologique sur ce bassin versant-là, puisque les observations terrain, comme vous pouvez le voir ici, là, ça démontre une érosion marquée pour, en tout cas, le premier 500 mètres, 1 km du cours d'eau. On se rend compte que là, il y a beaucoup d'érosion. Donc, ce qu'on veut faire l'année prochaine, c'est vraiment prendre des échantillons de bassins versants avec des taux de 20%, de 30%, 40%, puis 50%, puis d'aller vérifier sur le terrain avec des inventaires de géomorphologie. Donc, comme je disais, si je reviens ici encore à 2012, là, on a fait le calcul avec les données qui nous ont été fournies pour ce qui est du prochain plan quinquennal, donc 2012-2016. Donc, c'est là que l'on peut regarder avec les bassins versants problématiques. Puis là, ça, c'est l'image qu'on aurait en 2016. Donc, à ce moment-là, notre objectif, c'est de s'asseoir avec les ressources naturelles, puis les licenciés. Là, il y a 4 bassins versants qui sont au-dessus de 50%. Il y a une possibilité, on ne dit pas d'arrêter de couper, mais de relocaliser certains blocs de coupe ou repousser ou modifier l'échéancier pour réaliser ces blocs-là pour donner une chance à ces bassins versants-là de se régénérer puis ne pas dépasser le 50%. Donc, c'est ça notre approche qu'on vise avec ce projet-là. C'est vraiment de l'appliquer à la planification forestière pour justement amener la notion de protection des bassins versants. Parce que d'après nos observations préliminaires, là, même à 40%, il semblerait avoir un impact. Donc, c'est important là, au niveau de la planification. Puis surtout avec les outils qu'on a technologiques, puis d'information géomatique, c'est possible. Puis, comme je dis, c'est pas pour dire arrêter de couper, mais faisons-le en pensant à l'eau, au débit de pointe, puis à l'habitat du saumon. Donc, la dernière partie de ma présentation qui touche à une autre technologie de pointe qui se nomme le LIDAR. Donc, ça, c'est un suivi avec notre localisation du bassin versant du Five Finger qui, inventaire après inventaire au niveau de l'érosion au niveau des sédiments, nous amenait à se poser la question, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose avec ce bassin versant-là parce que à chaque pluie, il y a une problématique. Donc, on a sur le même principe avec le développement de partenariats
et de financement de différents programmes. Encore là, la Fondation Conservation Saumon Atlantique, mais aussi du privé par Groupe Savoie, la Ville de Saint-Quentin, puis différents programmes. Mais surtout aussi au niveau du Centre de conservation des sols et de l'eau du Québec, du Canada, avec Jean-Louis Daigle à la tête de cette organisation-là qui nous a aidé à développer puis aussi à réaliser ce projet. Donc, à la base, comme je disais, on a un autre problème. C'est l'érosion. C'est pas juste la foresterie qui cause ça, il y a aussi l'agriculture. Puis on a un bassin versant le Five Finger où est-ce qu'il y a une concentration de travaux agricoles, la plus concentrée dans le secteur du Restigouche. Donc ça nous a amené un peu sur le même principe, de s'asseoir avec les producteurs, puis leur présenter notre point de vue au niveau de l'importance du saumon, au niveau de l'environnement, notre organisation, qu'on a différents problèmes qu'on veut essayer de travailler ensemble. Donc, avec les discussions avec le Centre de conservation des sols du Canada, l'idée du LIDAR à être utilisé pour préparer des plans de ferme nous a été à ce moment-là soumis. Puis, on a pu justement déposer des projets pour obtenir du financement pour développer un inventaire qui couvre environ 150 km² aux alentours de la ville de Saint-Quentin. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui est situé en amont dans notre bassin versant. Donc, il y a un impact, les activités peuvent avoir un impact sur une grande distance. Donc, c'est là qu'on a aussi, avec la ville de Saint-Quentin, inclus la partie de leur bassin versant désigné pour leur prise d'eau potable. Donc, évidemment, avec l'information spécialisée qu'on pourrait aller chercher avec le LIDAR, c'est pour ça que la ville de Saint-Quentin s'est joint au projet. Puis, il a pu mettre une mise de fonds pour nous aider à obtenir les fonds nécessaires pour faire l'inventaire. Donc, le LIDAR, qui se définit comme Light Detection and Ranging, c'est une technologie de télédétection optique qui est basée sur une technologie laser, donc pour déterminer la distance, puis l'information sur des cibles qui sont éloignés. Dans ce cas-ci, c'est l'information qu'on voulait, c'est une définition précise du sol qui compose l'ensemble du territoire visé. Donc, c'est un inventaire laser qui envoie un point par mètre carré, donc avec une précision de l'élévation du sol normalement de 10 à 30 cm. Donc, les différentes étapes, évidemment, la première étape étant l'acquisition de données avec le Cessna, puis l'équipement de précision. Ensuite, il y a un travail de géomatique pour faire de la modélisation 3D. Suivant ça, c'est une modélisation de l'écoulement de surface, puis la localisation des points d'écoulement, puis la préparation encore de validation terrain pour les champs, puis l'inventaire terrain, puis la préparation de scénarios. Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est de proposer des scénarios de modification, puis de développer des plans de ferme où est-ce que là, tout le monde serait gagnant avec moins de perte de sol, puis moins d'érosion dans les cours d'eau. Donc, comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de la géomatique. Je vous présente ici des travaux qui ont été réalisés par des personnes beaucoup plus connaissantes que moi, mais je vais quand même tenter de vous présenter les résultats. L'inventaire a été fait par Leading Edge Geomatic de Romocto au mois de juin. Donc, on essaie de faire ça quand... idéalement, ça aurait peut-être été fait en mai, parce que la végétation peut avoir... ça peut brouiller un peu l'information. Dans notre cas, ça a quand même très bien ressorti, mais c'est sûr. Mieux c'est fait dans les périodes où il y a moins de feuilles, mieux que c'est. C'est un projet aussi qui a pu être coordonné avec une autre prise de LIDAR qui avait dans les coins d'Edmundston, donc évidemment pour diminuer les frais en ayant l'équipement disponible dans le nord du Nouveau-Brunswick. On a pu faire deux projets en même temps avec encore là les partenariats développés avec le Centre de conservation des sols. Donc, c'est une façon de réduire les coûts, c'est d'essayer de jumeler différents secteurs pour la prise LIDAR. Donc, c'est un Cessna qui est équipé de l'équipement LIDAR. Puis, avant de nous transmettre l'information, les informations ont été auto-rectifiées. Puis, ça a été classé dans des points X, Y, Z. Puis aussi des all hits en fait d'informations pour ceux qui se connaissent en géomatique. Donc, l'information nous a été transmise à travers le site FTP de la compagnie, téléchargé, donc ayant pu être utilisé par la suite. Pour ce qui est du secteur qu'on a inventorié, c'est 210 blocs de fichiers
L'ensemble de l'inventaire a coûté environ 24 000 donc, c'est une quantité énorme de points répartis sur le territoire. Donc, l'inventaire s'est déroulé pendant 4 ou 5 jours pour couvrir l'ensemble du territoire. L'étape suivante, c'est la modélisation 3D, puis la modélisation de l'écoulement de surface. Donc, c'est des procédés standards géomatiques que des bons géomaticiens sont capables de réaliser. Ça prend aussi évidemment des machines performantes au niveau des outils informatiques, parce que c'est des quantités énormes de points, puis quantité énorme de calculs à faire pour modéliser un territoire aussi grand que ça, avec l'information qu'on a besoin. Donc, je ne peux pas trop décrire qu'est-ce qu'il y en est tout de façon précise, mais c'est pour déterminer l'écoulement, l'accumulation, les délimitations, puis comme je dis, c'est des outils géomatiques standards avec les extensions ArcGIS dans ArcGIS 10, Spatial Analyst puis 3D Analyst qui ont été utilisés. Puis ce travail-là a été fait par le Centre de conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada, qui était basé à Saint-André, mais maintenant qui font partie du collège communautaire à Grandson. Donc, tous les fichiers LIDAR ont tous des signaux de retour reflétés par le LIDAR, mais pour les différentes hauteurs et les surfaces de terrain. Donc, ça peut être utilisé ça aussi pour déterminer les volumes, parce que avec les différents points de retour, le LIDAR est aussi utilisé pour déterminer les volumes forestiers. Donc, c'est une autre utilité du LIDAR, mais pour nous, dans notre cas, ça a été utilisé pour visualiser les terrasses agricoles, puis déterminer les zones de végétation dans les différents secteurs de production de patates principalement. Donc ici, c'est un exemple d'un champ qu'on prend avec, premièrement, les courbes de niveau. C'est de la topographie au même type qu'une carte topographique régulière, mais ce qui est la différence, c'est que la précision des courbes de niveau, au lieu d'être 15 mètres, 20 mètres, c'est 30 cm. Donc ça nous amène vraiment à une description très précise du champ en production. Ici, c'est un champ en production de patates, donc avec les différentes terrasses, la délimitation, donc en prenant des courbes transversales, à ce moment-là, on peut vraiment modéliser les pentes avec un gradient de profil. La deuxième étape qui était la modélisation 3D permet de voir ici la présence, comme je disais, des différentes terrasses qui empêchent justement l'eau de tout descendre dans la même direction par en bas. Mais ce que ça a amené à ce moment-là, c'est avec une analyse là, des informations qui suit la modélisation 3D, ça c'est l'écoulement de surface. C'est là que ça devient utile pour faire de la planification des plans de ferme, puis de l'analyse de l'érosion des sols, avec ici en légende, vous pouvez voir par le gradient de couleur au niveau d'un bleu plus pâle, c'est des petites superficies de drainage jusqu'à rouge, où est-ce que là ça draine un total plus grand de 10 hectares. Donc on peut voir la problématique avec ce champ ici, c'était que malgré qu'il y avait des terrasses pour empêcher l'écoulement de surface vers le bas de la pente, ça se dirigeait vers un fossé qui, lui, se déversait dans le ruisseau Five Finger. Donc, ça nous a amené des secteurs qu'on connaissait un peu la problématique, ça nous a amené à permettre de définir aussi comme des régions de fuite au niveau des terrasses. Mais ici, si on regarde en haut à droite, un autre point important d'entrée qu'on n'avait pas pu localiser à vue sur nos visites terrain. Donc, c'est le type d'information l'utilisation du LIDAR qui permet vraiment de façon précise de gérer un territoire au niveau d'écoulement de surface. Donc, comme je disais ici, un exemple où est-ce qu'on a localisé une fuite importante du cours d'eau avec, vous voyez, dans une canalisation en pleine forêt. Donc, ça nous a amené à confirmer qu'il n'y a pas juste une deux problématiques, mais qu'on peut travailler de façon plus précise. Donc, avec les points d'écoulement, ça nous permet de préparer les inventaires qui, eux, sont faites par des inventaires des différentes bordures de champs, visite terrain de cours d'eau, puis avec un GPS, avec un outil développé par le Centre de conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada. Eux ont développé un outil qui permet de caractériser les zones tampons, les champs, les sorties d'écoulement. Donc, c'est comme ça qu'on a pu arriver à des propositions aux différents producteurs
avec des différents scénarios. Puis en utilisant le logiciel Russell, qui est un logiciel de planification agricole, le centre de conservation a été capable d'évaluer avec les situations actuelles puis les différents scénarios, la réduction en tonnes par hectare par année que les différents travaux d'amélioration pourraient faire profiter. Donc, c'est comme ça qu'on a pu s'asseoir avec les producteurs, puis regarder aux différents scénarios, voir la faisabilité de ces scénarios-là. Puis, la prochaine étape de suivi avec ça, c'est de regarder du financement. Puis, dans ce cas-là, on regarde avec Transport Nouveau-Brunswick, département de Transport de Nouveau-Brunswick, puis le ministère de Pêche et Océan au niveau du programme d'étoréation, destruction et perturbation de l'habitat, où est-ce que là, quand le ministère du Transport doit faire des travaux routiers qui causent destruction d'habitat, doit investir dans un projet de restauration d'habitat pour obtenir des crédits. C'est le même principe qu'on a pu financer le démantèlement de l'embarque sur le ruisseau de Jardine que j'ai présenté dans la première partie de ma présentation. Donc, c'est là qu'on en est présentement de regarder différents programmes, évidemment avec des partenariats avec les producteurs. Puis aussi, on veut regarder à d'autres zones de production de sédiments au niveau industriel, au niveau des sites d'extraction. Continuer à travailler avec les différents autres partenaires pour essayer de réduire dans son ensemble les sédiments qui sont générés dans le ruisseau Five Finger. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que j'ai pas endormi personne avec 4 différents sujets qui démontrent là, nos travaux, nos projets. Ça a été beaucoup de diapos. J'espère que c'est ça. Ça a été intéressant. Donc, je suis prêt pour les questions s'il y en a. Oui, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, David. Vos projets sont incroyables, vraiment impressionnants. Puis, pas simplement les données que vous avez ramassées, mais la manière que vous les avez utilisées pour la gestion de bassins versants, mais aussi la création des partenariats. C'est bien fait. Merci, mais c'est vraiment ça, c'est les différents partenaires, puis de pouvoir s'asseoir, puis discuter, puis présenter nos problématiques. C'est là qu'on se rend compte aussi que si on en regarde de notre œil d'environnementaliste, de pêche au saumon, de protection des cours d'eau, mais quand tu t'assois puis tu comprends les problématiques, que ce soit financières, que ce soit opérationnelles, c'est là que je pense la force des partenariats se développe. Ouais.